Le télétravail est devenu la norme dans pratiquement toutes les entreprises, à l'exception de celles qui devaient absolument fonctionner à guichet ou commerce ouvert. Jusqu'à présent, seuls 17% des Belges pratiquaient régulièrement le travail à domicile. Alors est-on en train d'opérer un grand basculement? Si oui, tout le monde est-il en mesure de faire du télétravail? Quels sont les faux amis? Comment éviter de rater son entrée sur le marché, si je puis dire, du travail à domicile? Bienvenue dans Versus, votre émission de débat. Et présent sur le plateau de ce soir, Florence Castio, bonsoir. Vous êtes coach spécialisé, vous accompagnez notamment des particuliers, des entreprises qui se mettent au télétravail. Face à vous, Géraldine Allais, avocate au barreau de Bruxelles. Bonsoir. Pour le cabinet Wery Legal. Vous accompagnez aussi des entreprises parce qu'on verra, il y a un cadre légal important pour le télétravail. Vous êtes secrétaire fédéral du 7K Secteur Service. Bonjour Jean-Pierre Bonin-Senia. On verra si les syndicats sont satisfaits du cadre et si vous êtes prêts à un grand basculement, vous qui défendez les travailleurs. Et puis parce que beaucoup de familles ont été confrontées et plongées dans le milieu du télétravail très rapidement. Lola Galère, vous êtes chargée d'études à la Ligue des familles. Avec vous peut-être la première question. Est-ce qu'on a vécu assez facilement ce basculement au télétravail pendant le confinement? On parlera après tous ensemble du télétravail en général, mais là, depuis 8 semaines, comment ça se passe sur le terrain? Les familles, c'est votre clientèle, si je puis dire. Oui, alors écoutez, c'est vrai qu'il y a pas mal de familles qui s'y retrouvent dans le télétravail, mais il faut quand même réaliser que pour l'écrasante majorité des familles, ça a été très compliqué et ça l'est toujours. On a reçu énormément de témoignages de familles qui étaient véritablement en détresse puisque en fait ils ne s'en sortaient plus du tout. Ils avaient des triples ou des quadruples journées de devoir gérer et le travail avait quand même un rendement qui était demandé, mais à côté de ça, il fallait gérer les enfants, faire le suivi scolaire, les tâches ménagères. C'était une pression en termes de temps ou bien c'est cette fameuse charge mentale, comme on dit? C'est les deux, c'était charge mentale et le temps, parce qu'effectivement, la journée, elle est limitée. Donc, il y avait des parents qui disaient, en fait, je mets mon réveil à 5 heures du matin pour pouvoir travailler efficacement, et puis je m'occupe des enfants, et puis de 20 heures à minuit, je continue à travailler. Là, on est 2 mois après le début du confinement, on peut facilement imaginer que les parents sont plus qu'épuisés. Florence Castio, c'est un peu paradoxal, le télétravail, on l'imagine pour pouvoir parfois mieux concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Quel conseil vous pourriez donner aux parents qui nous regardent et qui sont peut-être encore là pour quelque temps au télétravail avec les enfants à charge? Quel conseil? Effectivement, je pense qu'il y a eu différentes phases aussi qui se sont mises. Donc, il y a eu le début du confinement où les gens ont été un peu pris de court. Ils ont dû vraiment s'habituer déjà rien qu'à l'info d'être confinés. Et puis, ils se sont retrouvés face à une situation où ils ont dû trouver des nouvelles choses. Et donc là, on a géré ce phénomène un peu de résilience qui se met en place et de se dire, OK, je fais le deuil de ma vie d'avant et maintenant, je passe à quelque chose de nouveau. Et donc là, je crois qu'on a tous les parents ont dû trouver finalement des astuces. Je pense qu'effectivement, arriver peut-être à structurer la journée pour que les enfants ont eux-mêmes quelque chose d'assez clair, un cadre qui puisse les aiguiller. Peut-être de temps en temps, maintenant qu'on se déconfine un petit peu, retrouver un peu un contact social aussi avec les personnes qu'on peut voir. Évidemment, on ne peut pas encore en voir beaucoup. Et soi-même, pouvoir se protéger aussi et peut-être ne pas rentrer dans quelque chose où on va être trop perfectionniste et vouloir à la fois être super papa, super maman, à la fois être super teacher et à la fois faire son boulot comme avant. Donc là, il faut comprendre qu'il faut un peu relativiser, je crois, à certains moments. Géraldine Allais, il y a un cadre légal pour le télétravail. Comme ça, vous, de votre expérience d'avocate, vous avez l'impression qu'on a pu le respecter dans toutes les familles? C'est quoi ce fameux cadre légal? Est-ce qu'il était combinable à la garde des enfants pendant 8 semaines d'affilée? C'est une excellente question. Le cadre légal, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le télétravail structurel, qui était déjà en place avant la crise du coronavirus au sein de certaines entreprises. C'est le télétravail qui est régi par une convention collective numéro 85, qui est en place déjà depuis 2005. Donc, et il prévoit quoi, ce cadre? Et alors, il faut une convention écrite avec le travailleur préalablement à la mise en place du télétravail. Et dans cette convention écrite, on a différentes mentions qui doivent être prévues, notamment le nombre de jours de télétravail,
voire des jours fixes, ça dépend dans quelle entreprise ce qu'on a pu décider. Un élément important aussi, c'est la prise en charge par l'employeur des frais de télétravail. La disponibilité donc, du travailleur entre quand est-ce que le télétravailleur doit être disponible, joignable par téléphone. Donc ça, c'est vraiment le cadre du télétravail structurel qui existait déjà avant. Maintenant, avec la crise du coronavirus, le télétravail était avant le 4 mai obligatoire. Mais ce cadre de la CCT 85 n'existait pas dans toutes les entreprises. Alors on est rentré dans ce qu'on appelle... Elles ont dû se faire violence, elles ont dû aller un peu en urgence. un petit peu se faire violence effectivement et de rentrer dans l'autre cadre. Je vous disais, il y avait le cadre CCT 85 structurel et puis on a depuis 2017, donc tout récent en fait, le télétravail occasionnel pour les cas de force majeure notamment. Et donc on le sait bien, le coronavirus tombe dans ce cadre de force majeure ou alors aussi pour des raisons personnelles. Donc c'est le télétravail pour aller chez le dentiste. Mais donc là, on est entre les deux, en fait. Parce que je voudrais entendre le 7K là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est bien passé, vous, que les entreprises ont joué le jeu ou que finalement, tout est tombé sur le dos des travailleurs qui ont dû gérer en même temps l'école qui ferme, l'entreprise qui ferme mais qui veut quand même une certaine productivité? Mais au préalable, d'abord dire que notre combat depuis un certain temps, c'est l'équilibre vie privée et vie au travail. Oui, la FEB dit pareil, on va les entendre tout à l'heure, mais... Ici, mais oui, mais c'est aussi notre core business de garantir à chacun un bon équilibre entre ces deux. Donc, est-ce que vous avez, vous, eu dans vos retours du terrain, de vos délégations, une tendance qui se dégageait? Mais clairement, je pense que personne n'était prêt, ni les employeurs, une grande majorité n'était pas prête, et que ni les travailleurs ni les employeurs n'étaient en capacité de tomber dans ce plomb. Est-ce qu'il y a eu des abus? Il y a des employeurs qui ont... Il y a eu des abus, effectivement. Vous avez un cas concret, sans citer une entreprise? C'est simplement, soit on n'avait pas le matériel, soit le réseau informatique n'était pas adapté, soit on n'a pas pensé que tout le monde n'habite pas dans une villa où il peut se réserver un bureau avec 3 enfants, 4 enfants. On peut imaginer aussi que... et là, c'est là que je suis tellement hérissé, parce que je me dis, le management n'était pas prêt. On vit avec le monde informatique, on vit avec la nouvelle technologie depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on aurait dû adapter les méthodes de management pour qu'on ne soit pas dans un système classique où on fait un 8-5 au bureau, assis avec le petit chef qui est là pour vous taper sur la tête si ça ne va pas, avec des obligations de résultats et non pas des objectifs. Et ça, manifestement, ça pose un énorme problème, parce que psychologiquement, le manager est frustré, et d'autre part, le travailleur est mis sous pression. Il ne sait jamais très bien s'il fait bien, s'il fait mal. Il a l'impression que, vous parliez de faux amis en introduction, eh ben, c'est un véritable faux ami de dire: est-ce que je peux aller mettre la machine à laver en route? Est-ce que je peux essuyer le nez de mon fils? La galère, du côté de la Ligue des familles, quand on préparait le débat, vous m'avez dit, mais en fait, c'est une fausse solution, parce que la demande des parents, c'est quoi? C'est des congés de parentalité qui mais sont pendant le confinement, oui. Donc, en fait, on a très vite réalisé que ce n'était pas tenable, en fait, ce télétravail, puisqu'en fait, il faut être disponible, il faut être concentré. C'est le plus difficile pour qui? Les ados, parce qu'ils ont des matières qui sont parfois difficiles, les parents d'enfants vraiment en bas âge, voilà, donc mais qui font parfois une vraie sieste, en tout cas, on a fait une étude pour essayer de voir comment se sentaient les parents et de quoi ils avaient besoin pendant ce confinement. Ce qui est ressorti, c'est que c'est vraiment les familles, enfin les parents des enfants en bas âge qui étaient le plus en souffrance et qui étaient le plus dépassés. C'est ceux qui seraient en dessous de 5 ans, de 0 à 5 ans. Donc c'est eux qui étaient vraiment... Et donc là, la réponse de la Ligue des familles, c'est de dire qu'il faudrait plutôt que d'élargir le cadre du télétravail, proposer quoi? Un congé parental coronavirus qu'on a, on a milité vraiment même dès avant le confinement pour qu'une solution, des alternatives soient mises en place. Donc on a fini par l'obtenir, ce congé, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ce n'est pas un congé qui est très effectif puisqu'il est pas suffisamment rémunérés. Et donc, il y a vraiment énormément de familles qui sont exclues de cette possibilité-là. On refera un versus un jour sur les congés, parce que c'est une matière, je sens, qui mérite le débat. On avait invité, et elle était prête à venir, la FEB, la Fédération des employeurs. Problème de place sur le plateau, distance sociale. Alors, leur contribution est à distance. Écoutez ce que me disait hier, en préparant le débat, un des conseillers, le premier conseiller même de la FEB. Il dit la clé de la réussite, c'est la communication
communication. Le défi, je le cite, pour le chef d'entreprise est encore plus grand que pour le travailleur. L'équilibre vie privée et professionnelle est important. Le confinement obligatoire n'est pas un bon laboratoire pour expérimenter le télétravail. Celui-ci doit en moyenne et selon les secteurs se pratiquer 1 à 2 jours par semaine. Parole de patron. Voilà, je le répète, la FEB était disponible pour être présente. C'est assez rare pour être souligné. Syndicats et patrons sont d'accord sur cette notion 1 à 2 jours par semaine pour le télétravail, pour que ça fonctionne bien. Je n'ai pas de solution actuellement. Encore une fois, l'encadrement, comme l'a dit ma voisine, est important. Il faut qu'il soit respecté, il faut qu'il y ait des accords entre les parties. On sait que l'équilibre dans les parties en négociation d'un contrat ou d'une convention ne sont pas toujours au même niveau, mais il n'empêche qu'il faudrait que ceci. Mais je dois quand même me réjouir que le représentant de la Fédération des entreprises de Belgique constate que les entreprises n'étaient pas prêtes à assumer ce genre de choses, à ce grand plongeon vers l'inconnu qui est le télétravail occasionnel qui devient structurel. Florence Castio, pourquoi 1 à 2 jours? Pourquoi pas 3 jours de télétravail? C'est la clé de quoi? 1 à 2 jours, moi je pense effectivement, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, je pense aussi, tout ce qui concerne le relationnel. C'est quoi, la culture de la machine à café? C'est important? C'est l'appartenance à l'entreprise déjà. Okay. C'est le fait de croiser ses collègues, de pouvoir construire en fait une vraie relation, une équipe. Et tout ce sentiment, ça doit se construire quand on est là. Si tout le monde n'est pas là pendant 4 jours, si on n'est qu'un jour, là, on ne va pas croiser les autres. Enfin, il va y avoir comme ça un problème de communication. Et je pense que pour le management aussi, il y a un moment où ils doivent pouvoir faire passer la culture d'entreprise, effectivement, et qu'il y ait des choses qui puissent être fortes ensemble et qu'on puisse échanger. Est-ce que c'est pas quelque part aussi, et là je vous pose la question à tous les quatre, une espèce de nouveau rapport à l'autorité et à l'entreprise? Parce que jusqu'à présent, l'employé modèle, c'était celui qui était là le premier et qui partait le dernier. Ici, quand on est en télétravail, est-ce que le rapport horaire compte encore? Ça ne doit pas être un débat consensuel, mais je rejoins effectivement ce qui a été dit. Il y a une nécessité de rapport social. Et pour le travailleur, parce qu'il a besoin de connaître ses collègues, parce qu'on ne peut travailler en confiance. Je vais peut-être être un peu plus précis ou vicieux dans ma question, mais est-ce que finalement, l'acceptation du télétravail, c'est pas aussi celle d'une vraie flexibilité? Parce qu'on commence à travailler quand on le veut, on termine quand on le veut, la flexibilité, on se gère, on peut travailler la veille. Dans les secteurs dont je m'occupe, qui sont les services, la flexibilité, effectivement, mais comme la flexibilité, le télétravail doit être encadré de manière sérieuse et de manière qui ne se calcule pas en jours, en heures, en résultats, mais qui se calcule aussi en rapports humains, en rapports sociaux, en représentation, en contact, en confiance. Et ça, c'est très subjectif. On ne peut pas le couler dans le bronze. Est-ce qu'on peut mettre dans une convention de bons rapports humains? Mais je comprends très bien le commentaire de mon voisin. Maintenant, le cadre qui existe date de 2005, vraiment pour le télétravail structurel. Selon moi, maintenant, je trouve que toutes les dispositions de cette convention collective de travail, donc qui est issue des partenaires sociaux, il faut quand même le rappeler, moi, elles me semblent tout à fait pertinentes. Maintenant, ce qui est important et ce qui peut se faire aussi dans de nombreuses entreprises, et ce que je pense qu'il devrait se faire, c'est peut-être adopter des guidelines, des communications. Je pense que comme là, je peux peut-être rejoindre aussi la FEB, c'est que la transparence et la communication est clé. Et malheureusement, dans une crise qui n'a pas été prévue, la crise du coronavirus aujourd'hui, les nombreux travailleurs et employeurs se retrouvaient face à une situation tout à fait inédite, sans le cadre, sans la négociation collective qui, me semble, en tout cas dans les entreprises où elle est présente, est-ce qu'il faut adapter les normes qui existent aujourd'hui pour les syndicats ou pour les syndicats? Il faut adapter les normes pour les syndicats? Mais en tout cas, il faut accepter de les discuter, ne pas rester dans un cadre. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, il y a une intervention de l'employeur pour les frais d'électricité, de chauffage? Quand on est au travail, a priori, on ne chauffe pas à sa maison. Est-ce que c'est prévu aujourd'hui dans la loi ou dans les conventions? Il est prévu que ça peut exister. Mais ça doit être négocié, ma voisine l'a dit, ça doit être négocié. Et si les employeurs ne se mettent pas autour de la table... Je pense qu'il faut nuancer ici parce qu'il y a une obligation générale donc, qui se détache du télétravail, qui est l'obligation pour l'employeur de fournir, là c'est un peu de fournir les outils de travail. Donc aujourd'hui, pour les employés, ce que ça va être l'ordinateur, ça va être éventuellement la connexion Internet, etc. Si l'employeur n'est pas en mesure de fournir ce matériel, il appartient à l'employeur de rémunérer ou de compenser. L'idée, c'est pas que le travail à la maison coûte en fait aux travailleurs. Et donc c'est l'idée de le travailleur fournit le travail, mais l'employeur fournit les outils pour ce travail. Mais bon, de nouveau, lorsque le cadre est établi à l'avance, ce sont des mentions. Donc dans la CT85, donc le télétravail structuré, le moins technique possible, s'il vous plaît. Le moins technique, cette prise en charge, elle doit être prévue. Est-ce qu'on est couvert par une assurance? Alors on parlait de la flexibilité, je vais être concret. Oui. Ce qu'elle veut dire, c'est aussi de dire
le télétravail ne doit pas être une économie mètre carré moquette pour l'employeur. C'est une économie pour les entreprises de télétravail. Quand il y a 20% du personnel qui est là, 80% du personnel qui est là et 20%, on a besoin de 20% de bureaux en moins, on a besoin de 20% de places de parking en moins, enfin de café en moins pour la machine à café. C'est une économie quand même le télétravail. Quand c'est structurel, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pour revenir sur la flexibilité, je voulais rajouter quelque chose, c'est que la flexibilité peut avoir du bon, parce qu'effectivement, ça peut améliorer peut-être les conditions vie privée pour certains qui vont être chez eux, être moins stressés, pouvoir organiser leur temps avec leur famille. Mais à côté de ça, il y a certains types de personnalités qu'on peut rencontrer qui, justement, vont avoir plus de mal. Et donc là, on peut aussi dégager plusieurs éléments qui peuvent se retrouver. Donc la flexibilité dans le travail, pour certaines personnes, ça va être très déroutant. D'accord. Genre quoi alors on se demandait, est-ce que ce sont les plus de 55 ans ou de 50 ans ou même de 45 ans qui ont des difficultés? Est-ce qu'il y a un âge charnière? Je dirais que ça, c'est plus par exemple par rapport à tout ce qui va être technologique. Ça peut être un élément, ils vont peut-être moins facilement s'adapter à ces nouvelles façons de fonctionner en visio ou quoi. Mais il y a aussi la notion vraiment de personnalité de la personne. Donc des personnes par exemple qui vont avoir besoin toujours d'une référence externe, qui vont avoir besoin d'un certain cadre pour travailler et risquent peut-être de se disperser dans leurs tâches ménagères, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir peut-être besoin à un moment de mettre des limites dans leur travail aussi. Et donc le fait d'être chez eux, il n'y a plus de limite géographique ni Quel conseil vous donnerez-vous à quelqu'un qui va télétravailler, on va dire, depuis sa maison 2 jours par semaine? Vous allez lui dire, fais-toi plaisir, mets-toi dans ton fauteuil, ton petit coin près du feu en hiver, ou bien au contraire, isole-toi, parce que c'est... Je crois qu'il ne doit pas hésiter à se faire plaisir, ça de toute façon. Oui. Mais après ça, c'est vrai qu'à long terme, il y a un moment où il faut qu'il puisse aussi, s'il veut mettre ses limites, s'il a une personnalité, il va vouloir être perfectionniste par exemple, il y a un moment où il va pouvoir se dire, ok, quand je ferme la porte de telle pièce, je suis chez moi. Et donc là, créer son propre univers de travail dans une pièce bien particulière, ça va l'aider. Et il y a aussi au niveau du temps, de pouvoir quand même être assez strict sur le temps qu'on va y passer et de pouvoir à un moment aussi faire un lâcher-prise et travailler là-dessus. Moi, je le fais beaucoup en coaching, c'est de pouvoir à un moment dire « Ok, j'accepte que mon travail ne va pas être à 100% parfait, parce que de toute façon, la perfection n'existe pas. » Alors, je me retourne vers Géraldine. Est-ce que les horaires sont quelque chose qui sont prévus dans les cadres légaux, dans les conventions du télétravail? Et puis, vous direz si du côté du 7K, on estime que les patrons jouent le jeu. Mais est-ce que les horaires sont aussi clairs quand on est en télétravail que quand on est au travail au bureau ou à l'usine? Je vais vous décevoir parce que la question en fait elle est assez complexe, mais pour la résumer, pour la faire très court, je compte sur vous pour la réponse. Dans le cadre du télétravail structurel, la charge de travail doit être similaire ou comparable à la personne qui effectue la même fonction et qui n'est pas en télétravail. Donc l'objectif, c'est pas de charger le télétravailleur davantage, c'est pas ce qui est prévu par le cadre. Mais est-ce qu'en pratique, Jean-Pierre Bonitsegna, c'est pas ce qui se passe? Non, manifestement. D'une part, quand Madame parlait d'avoir une pièce privative, il faut encore avoir plusieurs pièces. Je crois qu'on idéalise un petit peu le monde des travailleurs qui peuvent être télétravaillés. C'est pas toujours possible. On n'a pas toujours les revenus, c'est pas les salaires les plus importants. Considérant ce qui vient d'être dit à propos de... Ma question c'est, est-ce que les employeurs profitent du télétravail pour donner plus de travail à leur personnel? Qui, après, en temps normal, s'il est au bureau, peut dire il est 17h, 17h30. C'est ce que je vous disais en début de débat. C'est que le problème, c'est que nous, on veut parler d'équilibre vie au travail et vie privée, on n'arrive pas, si on est chez soi, s'il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite temporelle, spatio-temporelle pour pouvoir exister différemment, je crois que tout est mélangé. Et je crois qu'à terme, ni en termes de motivation, ni en termes de productivité, ni en termes de confiance, on arrivera si on ne change pas le paradigme de la méthodologie du travail. On avance dans le débat et il nous reste 5 minutes. Lola Galère, vous avez demandé la parole et je vous relance avec cette question. Est-ce que c'est pas une espèce de faux amis, de faux congés et on croit qu'on prend du temps pour sa famille, mais en fait, tout le monde est perdant quand on télétravaille parce qu'on veut chercher les enfants? Oui, justement, si on pense qu'on va télétravailler et qu'on va pouvoir s'occuper de ses enfants, faire ses courses et gérer tout ce qu'il y a dans sa maison, évidemment, c'est une erreur et c'est ce qu'on se rend compte avec ce confinement. Maintenant, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce que veulent les parents, de manière générale, c'est une réduction du temps de travail. Ils veulent travailler moins en préservant une rémunération. Travailler moins et pas travailler autrement. J'ai une question en 2 minutes. Est-ce qu'on est très sincèrement égaux devant le télétravail? Est-ce que dans les faits, ce ne sont pas essentiellement les mères de famille qui le demandent et que donc on est vis-à-vis d'une forme de terrible discrimination?
Il y a un biais de genre énorme, ça on s'en est Est-ce qu'il rendu y a compte moyen aussi. de protéger légalement les... Il y a toujours tout le cadre contre la discrimination, donc on ne peut pas effectuer des différences de traitement sur la base du sexe, ça c'est de manière générale dans notre Mais si arsenal de facto on juridique. remarque que ce sont surtout les mères de famille qui le demandent, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose là? Alors on aura certainement raté quelque chose si c'est le cas. Maintenant il faut quand même rappeler une toute petite chose, c'est que le télétravail c'est sur base volontaire. On n'impose pas le télétravail, c'est pour ça qu'on parle en théorie. Mais c'est pour ça qu'on parle de convention. On ne va pas obliger toutes les mères d'une entreprise à faire du télétravail. Florence si c'est le Castro, cas, est-ce que de facto vous faut avez faire quelque senti, chose. vous, ça comme femme, comme mère de famille, qu'il y avait parfois une espèce de détresse cachée derrière le télétravail? Chouette, j'ai du télétravail. Non, ça veut dire qu'en fait je dois en plus de travailler m'occuper de mes enfants. Vous l'avez vu ça dans votre pratique, vous? Non, enfin c'est arrivé, mais je dirais qu'en général ceux qui choisissent de faire le télétravail avant le Covid, parce que voilà, Oui, bien sûr. c'est des gens qui étaient assez satisfaits justement. Et il y a quelque chose, une notion importante qui ressort, c'est que ça leur permettait quand leurs enfants n'étaient pas là, Oui. de pouvoir être beaucoup plus concentrés sur leur travail. Ça, c'est un truc, et du coup ça leur permettait d'avoir une journée entière pour ne pas être dérangés par des collègues, des coups de fil, des trucs comme ça, et de beaucoup mieux se concentrer. Et j'accompagne aussi des hommes, et il y en a quand même quelques-uns qui le font aussi, et je crois que ça devient un peu plus égalitaire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a, alors on va prendre une minute, est-ce qu'il y a une mode du télétravail, encore une fois au-delà du confinement, comme on a vu apparaître les open space, les flex desk, les espaces partagés, ou est-ce que vous pensez que c'est durable? Quel est votre sentiment? Allez, en quelques secondes. Il y a effectivement une mode. Il y a une mode. Maître Allais, vous Moi, pensez je pense que c'est vraiment, ça va s'inscrire, je l'espère, dans la durée. Tout simplement également pour essayer de résoudre le problème de mobilité, parce que les gens perdent énormément de temps dans les transports ou dans leur voiture. N'est-ce pas une Florence solution? Castio, pour vous, c'est une tendance lourde ou c'est une mode, ça pourrait passer? Moi, je crois que ça a commencé avant le Covid, mais il y avait des freins, que le Covid et le confinement a aidé à dépasser ces freins, et que du coup, ça pourrait persister et pouvoir, en se réorganisant. Je crois qu'il faut réorganiser ça. Lola Galère, Oui, tendance lourde? Oui, c'est une demande des parents, en tout cas, évidemment hors Covid, sans sûr. les enfants et dans des circonstances où on peut être concentré, disponible, mais c'est clair que les parents sont en demande de télétravail, puisque c'est quand même un élément qui favorise la conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors, on aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais le retour de Versus veut aussi dire le retour de l'argument recevable. Alors, l'argument recevable, pour ceux qui ne nous auraient pas vus, qui ne connaîtraient pas, c'est simplement un moment retenir quelque chose avec lequel on n'était pas d'accord, mais qui est quand même bien fondé et bien argumenté. Jean-Pierre Bonine-Senia, est-ce qu'il y a un argument recevable que vous avez entendu aujourd'hui autour de la table? Je crois qu'il y a un consensus autour de la table, y compris au niveau de la FEB, pour dire que le télétravail peut être une formule qui aide, avec une réduction de travail, du temps de travail avec maintien des salaires. Ça peut être quelque chose, mais il faut effectivement que ça soit vraiment bien pensé, vraiment bien considéré. L'argument recevable des syndicats au patronat, c'est quand même pas tous les jours, mais on le note. Lola Galère, du côté de la Ligue des familles, vous avez entendu quelque chose que vous trouvez pertinent? Écoutez, oui, je trouve que tout était pertinent parce que c'est vrai qu'il y a un consensus. Mais sur ce qui fait encore débat et sur le rapport... Je suis ravie que la FEB soutienne le télétravail dans ces conditions-là, en tout cas. Ok. Florence Castio, un argument recevable peut-être dans ce qui a été dit de l'autre côté de la table? Quand on a parlé du fait est-ce que les patrons essayent peut-être de réduire les coûts, je pense que du coup, pourquoi pas en fait, si c'est possible pour eux, mais si on peut trouver un bien-être pour tout le monde et qu'il puisse y avoir un accord et que les autres s'y retrouvent d'une manière justement équitable. Géraldine Allais, l'argument recevable peut-être de ce que vous avez entendu dans les dernières minutes du débat? Moi j'ai beaucoup apprécié ce que Mme Castio a dit sur le fait qu'il ne faut pas se mettre une pression, c'est pas juridique, mais de ne pas se mettre une pression, de ne pas être le super papa ou la super maman, le super employé, le super tout. Et je pense aussi que et les travailleurs et les employeurs doivent se mettre d'accord sur des modalités. Et moi je suis une partisane de la communication et des textes bien établis et bien documentés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se reverra et on reparlera évidemment encore du Covid, du rapport au travail. Ce sont des sujets de société et on était ravis d'avoir passé ces 25 minutes avec vous.